Bonjour à tous et merci de nous avoir rejoints pour cette cérémonie d'ouverture de la deuxième édition de l'Innovation Challenge d'AI for Tomorrow. Nous avons la chance aujourd'hui d'accueillir avec nous deux pointures de l'intelligence artificielle, Monsieur Yoshua Bengio et Madame Laurence de Villers. Monsieur Yoshua Bengio, vous êtes un chercheur québécois spécialiste de l'intelligence artificielle et pionnier du deep learning, directeur scientifique du MILA, donc l'Institut québécois d'intelligence artificielle, et prix Turing 2018. Madame Laurence de Villers, vous êtes professeure d'IA et d'éthique à la Sorbonne et chercheuse au LIMSI CNRS. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je souhaitais vous transmettre les excuses d'Hubert Béroche, président d'AI for Tomorrow, qui ne peut pas être là aujourd'hui pour des raisons académiques importantes. Nous tenions aussi à remercier les sponsors de cette deuxième édition, Preligence, DataRobot, UDIMEC, le Digital Medical Hub et Formalizy, ainsi que tous nos amis canadiens et marocains. AI for Tomorrow est une association de loi 1901 qui a été créée il y a maintenant un peu plus d'1 an, pendant le premier confinement, avec une mission, vous donner les clés pour réinventer le monde de demain grâce à l'intelligence artificielle. Et ce, en se concentrant sur 3 verticales, la santé, l'environnement et la société. Et aussi, ouvrir l'éducation numérique au plus grand nombre. AI for Tomorrow est parrainé par Monsieur Cédrico, secrétaire d'État chargé de la transition numérique et des communications électroniques, et de Madame Laurence de Villers, ici présente. Concrètement, AI for Tomorrow, c'est un média de l'AI for Good avec 15 heures de talk et une cinquantaine d'articles, mais aussi une communauté engagée de plus de 120 experts, mentors et partenaires, mais également un Innovation Challenge. Cette Innovation Challenge s'adresse à tous les jeunes de la communauté internationale francophone, quel que soit leur profil, technique, business, créatif, légal, qu'ils aient déjà une équipe ou non, une idée ou non. Il se divise en 2 phases, une première phase d'idéation et de constitution des équipes, et une deuxième phase de 3 mois de développement des projets. Le tout ponctué par une finale qui permettra aux gagnants de remporter de nombreux prix financiers et extra-financiers. Sans tout vous dévoiler, je peux vous dire qu'on a multiplié par plus de 10 la dotation de l'année dernière. Et l'année dernière, donc, c'était près de 14 équipes qui ont été accompagnées lors du premier Innovation Challenge, et donc plusieurs sont devenues des entreprises avec l'investissement à temps plein des fondateurs. Sans plus attendre, commençons cette cérémonie qui se déroulera en 2 temps. D'abord, une table ronde entre Monsieur Yoshua Bengio et Madame Laurence de Villers, puis une présentation approfondie de l'Innovation Challenge. Pedro et Quentin, je vous laisse la place. Merci Camille et bonjour à tous. C'est l'occasion pour nous de effectivement introduire cette table ronde et ces interviews croisées avec Yoshua Bengio et Laurence de Villers. Merci à tous d'être parmi nous. Merci Yoshua Bengio et Laurence de Villers de nous avoir rejoints. Donc l'objectif de ces interviews avec vous, c'est de défricher un petit peu ce champ très large qui est l'intelligence artificielle dans notre monde aujourd'hui, dans le monde de demain. Quels sont les grands enjeux de l'intelligence artificielle aujourd'hui, comment on l'a défini, et tout ça pour à la fois approfondir cette réflexion qu'on a maintenant depuis plus d'1 an avec la communauté AI for Tomorrow, mais aussi dans l'optique d'aider les jeunes qui vont entreprendre des projets dans le cadre d'AI for Tomorrow à faire évoluer leurs projets, à avoir des pistes peut-être d'idées et de défis à relever, et puis peut-être les écueils à éviter et les bons conseils à suivre. Alors, peut-être pour commencer, Yoshua Bengio, donc vous travaillez dans l'intelligence artificielle à plusieurs égards, sous plusieurs casquettes. Pour vous, c'est quoi l'intelligence artificielle? Comment vous la définissez? Ce sujet qui peut être très large. Oui, effectivement. Disons qu'on a des exemples de ce qu'on appelle l'intelligence dans la nature, avec les humains et les animaux aussi, qui font montre de capacités cognitives et de prise de décision qui suggèrent une certaine compréhension du monde ou de certains aspects qui leur permettent d'agir de manière qui fonctionne pour eux. Et l'intelligence artificielle essaye de comprendre ces principes pour pouvoir construire des machines intelligentes. Donc maintenant, donc c'est quoi l'intelligence, comment ça fonctionne? Ce qui est intéressant et moi qui m'a attiré dans ce domaine quand j'étais jeune, c'est que il se pourrait qu'on puisse comprendre l'intelligence à partir d'un petit nombre de principes, à partir du moment où on va ancrer l'intelligence artificielle, enfin l'intelligence en général, dans la capacité d'apprentissage.
Parce que ça veut dire qu'on a besoin de comprendre ces principes d'apprentissage et c'est par l'apprentissage que la connaissance elle-même qui rend intelligent va arriver. Et du coup, ça devient quelque chose qu'on peut-être plus de chances de comprendre d'un point de vue scientifique, mathématique, informatique, que si pour devenir intelligent, il faut construire un modèle complet de la réalité que nous-mêmes on puisse construire dans l'ordinateur pour pouvoir avoir des ordinateurs qui prennent les bonnes décisions. Très bien, merci pour votre réponse, Yoshua. Je vais profiter pour vous demander, alors en quoi ces principes, la compréhension de ces principes et également leur automatisation dans le cadre de l'intelligence artificielle est un sujet intéressant aujourd'hui et pourquoi il y a autant d'engouement autour de cette technologie? À l'époque où moi j'ai été attiré par ce sujet, c'était pas pour les applications, mais surtout parce que il me semble que notre intelligence à nous, c'est quelque chose qui semble mystérieux et en même temps fondamental de qui on est et notre capacité d'agir sur le monde et de nous entraider aussi. Donc, il y a un défi scientifique de comprendre l'intelligence. Et puis, aujourd'hui, pourquoi il y a tant d'engouement? C'est parce que les principes qu'on a réussi avec les décennies à commencer à comprendre un peu, hein, on est loin d'avoir tout compris, donnent lieu à des systèmes qui sont très utiles et qui permettent qui sont en train de changer la société dans beaucoup de secteurs. Et là, évidemment, il y a des intérêts commerciaux, mais il y a aussi le potentiel bénéfique pour la société. Et beaucoup de gens sont vraiment intéressés par ces applications, avec raison, parce qu'on va pouvoir peut-être construire une meilleure société si on fait attention, parce qu'il y a aussi, avec toute technologie puissante, des dangers d'une utilisation qui soit néfaste à la société. D'accord. Et ça, c'est un sujet qui ressort très, très souvent, pas seulement avec l'IA, mais avec d'autres technologies auparavant. On peut même parler au moment du lancement de la bombe atomique. Il y a des choses positives, mais de l'autre côté, il y a tous les effets néfastes qu'il peut y avoir. Donc, il y a toujours cet arbitrage très tendu entre le bien et le mal. Et qu'est-ce que vous voyez comme positif qui ferait que l'IA deviendra vraiment une technologie qui sera adoptée par les sociétés, qui deviendra normale un jour? Qu'est-ce qui apparaît comme positif pour que cette technologie arrive à se déployer et arrive à devenir une nouvelle technologie qui soit normale et on ne se pose plus la question de l'intelligence artificielle? C'est institutionnalisé, c'est utilisé normalement par tout le monde. Ouais, je pense qu'il faudra toujours être prudent et avoir des lois et des normes qui encadrent l'utilisation de l'intelligence artificielle parce que c'est tout simplement parce que c'est une technologie puissante. Vous avez parlé d'énergie nucléaire, c'est semblable. C'est-à-dire les humains inventent des outils, inventent des manières d'agir sur le monde. Et plus ces outils sont puissants et plus ils ont un potentiel bénéfique et aussi, disons, maléfique, si on peut dire, entre les mains de personnes qui cherchent leur propre intérêt ou qui sont simplement dérangées. Donc, plus ça va aller, plus on va construire des systèmes d'intelligence artificielle puissants et donc ça va être d'autant plus important. Et moi, c'est une des choses qui m'inquiète, c'est est-ce que la sagesse collective qu'on peut construire dans nos institutions, nos lois, nos cultures, va suivre à la vitesse adéquate pour s'assurer qu'on dérape pas. Maintenant, je vais revenir sur votre question parce que quand même, vous me posez une question très importante, c'est sur le côté positif des choses. Pourquoi on fait tout ça? Oui. On fait tout ça parce que le potentiel bénéfique est énorme. Donc, moi, je me suis impliqué, par exemple, dans des projets en santé, en environnement, en éducation. Et là, je me rends compte que il y a la possibilité de faire des choses qui ont l'air quasiment miraculeuses, d'aider la biologie et la médecine, par exemple, à guérir des maladies qui semblent complètement hors d'atteinte, de comprendre le corps humain, par exemple, de comprendre la cellule pour commencer, de mettre au point des médicaments. Aujourd'hui, on ne sait pas comment faire et avec la pandémie qu'on vit, on voit l'urgence d'avoir des meilleurs outils pour ça. Puis en environnement, bah, c'est peut-être encore plus criant, je veux dire, avec le défi des changements climatiques. Il y a maintenant une panoplie de recherche qui se fait et de déploiement de l'intelligence artificielle
pour aider à, par exemple, mettre au point des nouveaux matériaux pour capter le carbone, pour réduire nos dépenses énergétiques, pour mieux modéliser le climat et donc mieux se prémunir contre ce qui pourrait nous arriver, pour mettre au point des outils financiers qui vont fonctionner pour le climat, etc. Donc, il y a un potentiel énorme et ce serait dommage de passer à côté. Donc, il faut faire les deux. Donc, il faut à la fois construire les règles du jeu, que les gouvernements, c'est la responsabilité des gouvernements, et que les gens comprennent de quoi il s'agit en démocratie. Et à la fois, il faut qu'on investisse dans des applications de l'intelligence artificielle qui sont vraiment bénéfiques. Et là-dessus, il y a une chose importante, c'est que c'est pas toujours la même chose qui est bénéfique pour la société et ce qui est commercialement attirant. Je vais prendre un exemple que je connais bien, c'est celui du développement de nouveaux médicaments antibiotiques. Et il se trouve que pour des raisons économiques et médicales, c'est pas rentable pour les compagnies pharmaceutiques aujourd'hui de faire de la recherche pour découvrir des nouveaux antibiotiques. Et en même temps, pour la société, c'est un besoin énorme. Si on fait rien, on parle de quelque chose d'aussi gros, ni même plus gros que ce qu'on a aujourd'hui comme problème avec nos systèmes de santé avec la pandémie de Covid-19. Et des coûts pour la société dans les milliers de milliards de dollars. Donc, il faut faire quelque chose, mais ça va être les gouvernements qui vont le faire. Et avec les changements climatiques, c'est la même chose. Il n'y a pas toujours la rentabilité immédiate qui est possible. Et donc, il faut un investissement gouvernemental dans l'IA pour le bénéfice, orienté vers le bénéfice de la société. D'accord. Vous faites appel ici à des investissements publics pour de la recherche publique. Oui. Et je pense à des jeunes que je rencontre quotidiennement qui voudraient contribuer à l'IA, mais dans une perspective de bénéfique pour la société. Donc, on peut faire ça à l'université parce qu'on a beaucoup de liberté. On n'est pas simplement limité par l'avantage pécunier potentiel d'une application, mais pour aller plus loin dans l'innovation, dans le développement de produits, dans le déploiement, c'est pas suffisant ce qu'on fait à l'université. Donc, il faudrait qu'il y ait des startups, des compagnies qui travaillent là-dessus, mais elles le feront pas s'il n'y a pas de l'autre côté des gouvernements qui investissent, qui financent ces efforts-là. D'accord, sous forme d'incitation. Très bien. Exactement. Merci beaucoup de souligner ça parce que c'est vraiment la raison pour laquelle, enfin, une des raisons fondamentales pour laquelle AI for Tomorrow s'est constitué. Et il faut savoir, dans l'encadrement qu'on propose aux projets qui rentrent dans le concours, il y a vraiment toute une partie qui est dédiée au développement économique de la solution parce qu'effectivement, même si on construit une solution technique, c'est pas tout de la construire. Ensuite, il faut la déployer. Un des vainqueurs l'année dernière a fait une solution pour aider le personnel soignant dans la planification. Et ben maintenant, il faut la déployer partout dans les hôpitaux. Et effectivement, aujourd'hui, c'est peut-être moins facile ou en tout cas pas forcément aligné avec les intérêts commerciaux et du marché. Maintenant, moi, je voudrais vous poser la question. Vous avez déjà mentionné que tout le potentiel des technologies d'intelligence artificielle, mais aussi potentiellement les limites que ça pouvait poser, les risques que ça pouvait poser. Quels sont-ils pour vous, ces risques et ces limites de l'intelligence artificielle aujourd'hui ? Les risques et les limites, c'est vraiment deux choses différentes. Donc, les limites, pour moi, c'est des limites techniques, c'est-à-dire là où l'intelligence artificielle d'aujourd'hui est incompétente. Donc, la recherche fondamentale ou la recherche appliquée pour améliorer ces systèmes-là, ça fait une grande partie de ce que je fais. On a par exemple un enjeu qu'on retrouve dans beaucoup d'applications, c'est ce qu'on appelle un enjeu de robustesse. On entraîne des systèmes sur certaines données. Ces données sont peut-être adéquates pour un certain lieu ou une certaine période, et on voudrait ensuite déployer ce système plus largement dans d'autres pays, etc., ou dans des circonstances qui ont changé. Et là, la distribution des données d'entraînement ne correspond pas nécessairement à la distribution des contextes dans lesquels on voudrait appliquer le système. Et là, on voit une perte, une chute des performances, donc un manque de robustesse finalement. Et là, ce qui est intéressant pour la recherche, c'est que on a des exemples à travers l'être humain
de systèmes intelligents qui sont capables de faire beaucoup mieux en termes de ce genre de robustesse, de généralisation, ce qu'on appelle hors distribution. Et donc, vraiment un sujet intéressant, c'est comment on peut s'inspirer de l'intelligence humaine pour construire des systèmes d'IA qui vont avoir cette robustesse. Maintenant, donc ça, c'était pour les limites. Pour les risques, alors là, ben, il y en a toute une liste et différentes personnes s'intéressent à différents aspects. Quelque chose, moi, qui m'a appelé assez rapidement dans les tout débuts de la réflexion sur les risques de l'intelligence artificielle, c'est les risques autour de l'utilisation militaire de l'intelligence artificielle. Donc, avec les fameux robots tueurs, là, les drones qui ont été construits et qui sont utilisés aujourd'hui. On a eu des évidences de ça, par exemple, en Syrie. Des drones sont capables finalement de tuer quelqu'un de manière autonome. C'est pas un être humain qui regarde la caméra et qui appuie sur le bouton. C'est parce que ça serait peut-être trop long ou pas toujours faisable. Et donc, il y a un système qui peut-être décide, ah, j'ai reconnu la personne cible et je vais tirer sur cette personne. Donc là, il y a des enjeux moraux parce que les systèmes comprennent pas vraiment ce qu'ils font, ils comprennent pas le contexte politique, le contexte social, humain, psychologique, etc., des conséquences que ça peut avoir ou des effets secondaires de cette décision, là où un humain pourrait décider de pas appuyer sur la gâchette. Et puis, il y a des contextes, il y a des impacts, disons, sur la stabilité militaire sur la planète qui font très peur. Si vous regardez la vidéo qui a été lancée par Stuart Russell, entre autres, c'est pour des régimes autoritaires, ce serait un don du ciel pour contrôler les populations, les opposants, les tuer, etc. Donc, il y a vraiment des craintes à avoir de ce côté-là. Sinon, il y en a plein d'autres. Il y a des enjeux au niveau de simplement par inconscience, on va utiliser des systèmes qui vont discriminer, qui vont amplifier les discriminations, les biais, etc. dans la société. Il y a des enjeux sur comment l'automatisation pourrait faire mal à notre marché de l'emploi, aux gens qui se retrouvent sans emploi. Il y a des enjeux au niveau de comment la technologie pourrait être abusée pour contrôler les esprits, c'est-à-dire, d'une certaine manière, on le fait déjà avec la publicité, mais plus la publicité devient sont contrôlées par la publicité en ligne devient contrôlée par des systèmes d'intelligence artificielle qui ont accès à beaucoup d'informations sur vous et beaucoup de données sur beaucoup de personnes, plus on peut s'inquiéter que à notre insu, ces systèmes-là vont nous faire des choses qui sont pas vraiment ce qu'on aurait voulu pour nous de manière rationnelle. Parce qu'on se laisse prendre avec nos émotions et ça peut avoir des conséquences encore sur la démocratie, par exemple, avec la publicité politique, mais sur notre santé aussi, si ça nous fait, par exemple, manger des choses qui sont pas bonnes pour notre santé. Donc, il y a vraiment beaucoup d'enjeux et j'ai pas fait le tour. Et c'est important que la société réfléchisse à ces enjeux, soit toujours dans un mode de veille et les encadre avec des lois, avec des règlements. Très bien, merci pour vos réponses. Moi, j'aimerais rebondir sur la question du environnemental. Oui. On voit les aspects positifs, ils sont clairs. J'aimerais toutefois parler d'un aspect moins positif ou plutôt négatif. C'est la consommation d'énergie nécessaire pour faire tourner des modèles compliqués de réseaux de neurones, apprentissage profond, etc. Est-ce que ça, ce ne serait pas une des principales limites au développement de ce type de modèle? Je pense que c'est important de mettre ça sur la table et de s'assurer qu'on fait ça de manière responsable, l'entraînement des systèmes, etc., au point de vue énergétique. On a mis au point, en fait, à Mila et avec des partenaires, un logiciel qui open source que les développeurs, les ingénieurs, les chercheurs peuvent utiliser pour instrumenter leur code pour essayer de garder, de monitorer, de garder trace de la dépense énergétique qui est associée, en particulier en termes d'impact carbone associé à leur utilisation des GPU, par exemple.
Donc, ça, c'est une étape. Si on regarde, la plupart des choses qu'on fait, par exemple, comme entraînement de système d'intelligence artificielle dans le monde académique, c'est pas grand-chose. Ça fait pas une grosse différence. Donc, il n'y a pas trop de soucis de ce côté-là pour l'instant. Par contre, il y a une courbe d'augmentation des modèles de plus en plus gros et surtout, il y a des très gros modèles qui sont entraînés et utilisés dans l'industrie à grande échelle. Et là, je pense qu'il faudrait réglementer pour forcer les industries à commencer au moins à rapporter, OK, combien d'énergie ça coûte. Et le simple fait de donner l'information publique là-dessus, ça va les forcer à faire plus attention ou à s'alimenter à des sources d'énergie propres. Parce que c'est un choix aussi d'où on prend notre énergie. Voilà. Très bien. Ce qui est intéressant, c'est que vous parlez souvent de réglementation. D'habitude, on entend beaucoup parler d'éthique. Moi, je lis beaucoup l'éthique à ce que ça deviendra dans la suite. Ça peut être très personnel, l'éthique. Ça peut être aussi transposé dans le droit. Et vous faites beaucoup appel à ce côté légal. Est-ce que vous pensez que les gouvernements ou les personnes qui... On a perdu Pedro. Okay. Je vais reprendre peut-être le fil là-dessus. Effectivement, bon, je ne sais pas quelle question il avait l'intention de poser, mais de toute manière, ça rebondit beaucoup dans les commentaires de l'événement sur cette question d'éthique et de comment la traiter concrètement aujourd'hui et comment appliquer ou en tout cas mettre un certain nombre de garanties. Vous avez plusieurs fois mentionné la régulation, la législation. Pour vous, qui doit être l'acteur et comment est-ce qu'on apporte des garanties et des guidelines un peu sur l'éthique? Est-ce qu'il n'y a pas une difficulté aussi sur le sujet de la réglementation nationale et de la difficulté à agir à l'échelle internationale? Pour vous, c'est quoi l'enjeu aujourd'hui là-dessus? Il y a beaucoup d'enjeux. Alors, je vais commencer par faire le lien entre l'éthique et le législatif, disons. Ça part de l'éthique. Donc, enfin, nous, à Montréal, on a travaillé sur ce qu'on appelle la Déclaration de Montréal, qui est sortie en 2017-2018, et qui est une série de principes éthiques. Donc, il faut commencer par ça, c'est-à-dire mettre à plat. Il y a par exemple l'OCDE qui a une série de principes. Et en fait, il y a des dizaines d'organisations dans le monde qui ont proposé ce genre de choses. Donc, c'est très bien. Les gens commencent à s'entendre un peu sur ce qu'on veut et ce qu'on veut pas. En termes de valeur. Et c'est le point de départ. Mais après, si ça reste des beaux principes, c'est pas très intéressant. Il faut que ça ait une influence dans la société. Là, on parle pas d'éthique personnelle, on parle d'éthique comme qui a rapport avec les relations entre les personnes et donc la société. Donc, c'est pour ça que dans les dernières années, bon, moi, je me suis un peu lassé de ces discussions éthiques et que je pense qu'il faut travailler sur le côté législatif, règlement, etc. Et je vois que ça bouge et l'Europe est en avance d'ailleurs sur le reste du monde là-dessus et je trouve que c'est excellent et que ça va donner l'exemple. Donc, il faut maintenant la question nationale, internationale, c'est une bonne question et on a le même genre de problème dans d'autres domaines, par exemple, bon, avec tout ce qui est le contrôle des émissions de carbone, la fiscalité internationale, c'est-à-dire bon, comment on peut éviter que des pays finalement profitent des autres et ne jouent pas, disons, un jeu honnête qui bénéficierait l'ensemble de tous les pays. Donc, pour ça, il faut des accords internationaux et je pense que la clé là-dedans, c'est de ne pas faire des accords internationaux à la pièce qui regarde juste d'un côté, mettons, les aspects commerciaux, d'échanges libérés, etc. Et de l'autre côté, des choses comme le climat, l'IA, etc. pour se donner des normes. Il faut que les deux soient liés. Parce que sinon, les pays n'auront pas d'incitatif, enfin, ils auront un peu d'incitatif au niveau politique interne, mais pas assez. Et donc, je pense qu'il faut se donner des accords internationaux qui lient ce que les pays veulent vraiment, genre commerce, et ce
qu'il faudrait qu'il se plie pour que ça fonctionne au niveau international. Merci beaucoup pour ces réponses et en particulier, je trouve sur le fait que vous apportez beaucoup de positifs là-dedans sur les progrès et les solutions qui commencent déjà à être construites. C'est très agréable. Là où on a peut-être tendance dans ce genre de débat à voir les problèmes. Et bon, c'est notre rôle de vous les soumettre dans nos questions. Mais merci beaucoup pour ça. Et peut-être du coup, pour terminer, aussi sur une note positive, donc on va accompagner durant ces prochains mois des jeunes qui vont monter des projets d'IA à impact sanitaire, sociétal, environnemental, parfois plusieurs d'entre eux en même temps. Quels conseils vous leur donnez dans le développement de leur projet pour réussir? Quels écueils, selon vous, il faut éviter? Déjà, c'est une mission qui est très motivante, moi qui me motive, mais qui est pas nécessairement facile parce que si on est dans un cadre financé par les gouvernements, donc dans les universités, les centres de recherche, etc., c'est plus facile. Et si on est dans un cadre commercial, mettons une start-up, donc là, l'enjeu, c'est de trouver un créneau qui à la fois est aligné avec nos valeurs, nos objectifs de changement positif de la société et que ça permette à la compagnie de survivre. Sinon, voilà, l'aventure est terminée. Donc là, il y a tout un exercice qui n'est pas évident et j'espère que les gouvernements vont faire en sorte que ça va devenir plus facile, ce genre de choses. Donc ça, il faut prendre le temps d'étudier, de lire, de parler avec les gens dans le domaine et de réfléchir et pas seulement le côté IA, parce que si on étudie l'IA, ça nous dit pas quels sont ces créneaux. Donc il faut s'intéresser à des domaines d'application particuliers, parler avec des experts du domaine et chercher des créneaux. Et puis bon, il y en a, par exemple, on a un article de survol des applications de l'IA dans le domaine de changement climatique qui fait un peu le tour de la question, qu'on peut trouver sur Archive. Mais il y a beaucoup d'autres choses qui s'écrivent comme ça, donc il faut faire ce travail personnel. Et puis il faut se connecter aux autres. Hein. Il ne faut pas essayer de faire les choses tout seul dans son coin. Surtout dans un domaine comme ça où on veut faire avancer la société, ça va être plus facile. On va trouver des alliés facilement. Il y a plein de gens qui veulent faire quelque chose de bien. Et même si on est timide et qu'on n'ose pas, il faut aller de l'avant, frapper aux portes, trouver des partenaires ou des gens simplement avec qui parler, qui vont te donner des conseils. C'est vraiment important. Donc voilà, j'ai assez parlé, mais il y a sûrement d'autres choses et je commencerai par ces 2 points-là. Merci beaucoup pour ces conseils encourageants. On les prend pour les projets et on espère aussi que un de nos 2 parrains et marraines, Cédric O, aura aussi l'écho de ce message de l'investissement et l'accompagnement nécessaire sur les initiatives à impact notamment. Merci beaucoup pour ça et merci pour toutes vos réponses. On va continuer maintenant avec vous, Laurence de Villers. Donc Camille l'a dit tout à l'heure, vous êtes professeur d'IA et d'éthique, mot d'ailleurs qui est beaucoup revenu déjà dans l'échange qu'on a eu. J'espère que vous pourrez rebondir dessus. Donc vous êtes professeur au CNRS et à la Sorbonne. Est-ce que vous partagez la définition de l'IA qu'a donnée Yoshua Bengio? Comment vous définissez l'intelligence artificielle? Et peut-être commencer par là. Ouais. Moi, je partage beaucoup de ce qui a été dit par Yoshua Bengio, que j'estime beaucoup. Hein. L'intelligence artificielle, c'est très vaste en fait. C'est l'ensemble des théories, des algorithmes, des logiciels qui ont pour objectif, pour moi, de simuler les capacités cognitives de l'homme. Donc, ça nous permet effectivement à la fois de mieux comprendre ce qu'est l'intelligence humaine et également de mettre en œuvre des systèmes qui peuvent améliorer notre compréhension de l'environnement, de l'intelligence collective, des pensées énergétiques, et donc qui ont des forts pouvoirs d'amélioration pour l'être humain et pour la société. Très bien.
Et si on parle des applications, parce que c'est un sujet qui tient à cœur à nos futurs participants, parce qu'ils vont créer ces applications, quelles sont les applications, quels sont les défis, les principaux défis auxquels ces applications pourraient répondre par rapport aux défis actuels qu'on a aujourd'hui, environnement, santé, société? Oui, alors, nous avons deux sortes de défis, en fait. Il y a un défi technologique déjà, et puis un défi éthique, pour moi, et les deux sont à considérer en même temps. C'est-à-dire que, raisonnablement, il faut parler effectivement, comme l'a dit Joshua, de robustesse de ces systèmes, d'utilité de ces systèmes, d'évaluation de ces systèmes, qu'on essaie de mettre en œuvre pour différentes tâches, pour anticiper, pour améliorer notre gestion de l'énergie ou pour améliorer la détection de cancer ou pour améliorer dans les diagnostics en médecine, par exemple. Et puis en même temps, il faut se poser la question du challenge que le déploiement de ces nouveaux outils amène à la société. Si par exemple je prends le sujet précis des agents conversationnels, donc de ces systèmes qui nous parlent, hein, le fait que la parole va devenir un des moyens le plus simple et le plus déployé bientôt de communiquer avec des machines, donc par la voix, par la parole, par le contenu de notre langage. Eh bien, il faut se poser des questions sur finalement la distinction entre le langage artificiel et le langage humain, parce que ces machines qui vont nous parler, par exemple, ne sont pas responsables de ce qu'elles disent, ne comprennent pas ce qu'elles disent au sens de l'humain, n'ont pas d'émotion par rapport à ce qui est dit, n'ont pas de morale, n'ont pas de conscience et ne sont pas tenus d'être responsables. Donc, c'est une parole extrêmement différente de celle des humains et pourtant elle va arriver à travers ces machines et elle sera proche en fait de la façon dont nous parlons. Vous voyez, donc cette frontière entre ce que nous sommes en train de modéliser de différentes manières et l'humain, c'est une difficulté éthique. Le deuxième point, je parlais de 3 points. Le deuxième point, c'est finalement que l'IA nous amène en fait des prothèses extrêmement utiles. Alors, par exemple, reconnaissance d'un visage. C'est vrai que la machine aura des capacités plus fortes que moi pour aller reconnaître un visage parmi d'autres ou différencier, je sais pas moi, des chats, des chiens ou tout un tas de choses visuellement, auditivement également. Donc, au niveau perceptif, ces systèmes vont être meilleurs que nous. Maintenant, si je prends un deuxième point, au niveau calculatoire, effectivement, ces machines multiplient des nombres que moi, je n'arriverai pas à faire parce que j'ai pas la capacité de le faire tout simplement, des nombres très grands. Hein, la multiplication de nombres énormes, puissance 22, la machine le fait sans aucun problème. Je suis incapable de le faire. Troisième exemple, eh bien si je prends par exemple le jeu de Go, eh bien pour moi les possibles sont infinis et je n'arrive absolument pas à tout prendre en compte. La machine peut, dans un temps assez temps réel finalement, avec quelques heuristiques certes, trouver des solutions et être meilleure que moi dans les stratégies qu'elle peut combiner. Vous voyez, ces 3 aspects m'amènent à penser que ces IA sont des prothèses intéressantes pour moi, pour ma façon de raisonner. Mais en même temps, elles peuvent aller très loin dans un domaine que je ne connais pas, aller jouer sur des intentions de pousser mes décisions dans un sens que je ne maîtriserai pas. Et donc, en cela, elles vont apporter des dimensions autres et j'ai besoin de comprendre. Et je pense que ces prothèses de pensée qui vont arriver de plus en plus pour nous, qui devraient nous apporter une meilleure connaissance de nous-mêmes, une meilleure connaissance de notre environnement, de la nature, voire des autres, et une meilleure intelligence collective, nous amènent aussi à comprendre que nous sommes différents de ces objets. Et j'en ai assez de ces comparaison entre humains et machines. Nous sommes en train de créer, grâce à ces IA, des choses qui n'ont rien à voir avec de l'humanité. Donc ces non-humanités ou voilà, artificielles sont extrêmement intéressantes, mais doivent aussi nous faire philosopher, comprendre comment on met des garde-fous, comment on éduque mieux
à comment on fait de la médiation sur ces différents outils, qu'est-ce qu'elles vont changer en profondeur dans notre compréhension, dans notre connaissance du langage, dans notre compréhension de l'autre, dans notre compréhension de la nature, et comment on doit les utiliser au mieux pour nous. Vous voyez, plein de challenges. Complètement. Merci, Laurence. Ce que vous disiez est vraiment intéressant parce que ça me fait penser à un vrai problème que moi j'identifie, vous me direz si vous partagez mon avis ou pas, en termes de vocabulaire. Quand on parle d'intelligence artificielle, les personnes qui ne savent pas forcément de quoi on parle peuvent avoir peur parce que l'intelligence artificielle, est-ce que ça va nous remplacer? Est-ce que ça va prendre nos emplois? Ça pose pas mal de questions. Est-ce qu'il n'y a pas un effort à faire autant en termes de pédagogie, mais autant aussi sur le côté des mots qu'on utilise pour définir les outils qu'on utilise également et qui ont de l'intelligence artificielle telle qu'on l'appelle, mais on devrait appeler ça par exemple des calculateurs ou des superordinateurs ou autre chose, mais pas forcément intelligence artificielle pour favoriser éventuellement l'adoption de ces objets et réduire aussi les peurs qu'ils suscitent. Alors, je suis totalement d'accord avec cela. Il y a trop de métaphores utilisées, que ce soit par les chercheurs de temps en temps pour obtenir des financements de projets, où on dit que le robot va rêver, par exemple, ou bien dans les médias pour attirer en fait sur ces sujets, que ce soit avec une bonne idée d'essayer de faire comprendre les choses, ou que ce soit pour manipuler. Bon. Qu'est-ce que j'essaie de faire et qu'est-ce qu'un grand nombre de personnes essaient de faire? C'est justement d'essayer de trouver des définitions conjointes internationalement. Donc moi, je suis impliquée dans beaucoup de commissions d'éthique qui travaillent sur ces principes et ces valeurs sous-jacentes dont on a déjà un peu parlé avec Joshua Bengio, mais je suis également impliquée à l'AFNOR, par exemple en France, sur les standards. Qu'est-ce que c'est que des standards et des normes? C'est avant tout de savoir définir un vocabulaire commun pour définir un certain nombre de ces outils. Et je pense que c'est essentiel, comme vous venez de le dire, pour qu'on n'en ait pas peur et qu'on comprenne bien, que les industriels utilisent aussi ce langage, qu'ils n'aillent pas trop loin dans le marketing autour de ces objets. Et donc, la définition première de ces entités, intelligence artificielle, informatique émotionnelle, conscience des machines, autonomie. Qu'est-ce que l'autonomie pour une machine qui va finalement retrouver sa prise électrique pour reprendre un peu d'énergie? C'est pas de l'autonomie au sens de la conscience. Donc effectivement, il y a plein de niveaux différents dans l'autonomie et ce mot-là laisse entendre tout un tas de choses. La conscience, c'est la même chose. Un robot peut avoir conscience de lui, c'est-à-dire pas vous bousculer parce qu'il sait quelle est l'envergure quand il ouvre les bras, si c'est un robot humanoïde, et pour autant, il n'a aucune autre conscience. Donc tous ces mots faux amis, quelque part, qu'on utilise pour essayer de faire comprendre ce qu'on fait en technologie, n'aident pas complètement. C'est-à-dire qu'ils aident si on connaît déjà un peu ce qu'on est en train de faire. Donc, il est nécessaire de bien les définir pour que on puisse créer des standards, des normes. Et c'est le préalable à essayer de faire des lois. Tout ne va pas être régulé par des lois. Il est bien entendu nécessaire que ces systèmes soient utilisés de plus possible, avec plus de transparence, plus d'explications sur ce qu'ils font, avec un vocabulaire compréhensible par tous, quel que soit le pays, quel que soit effectivement l'endroit que ce soit en Chine ou aux États-Unis ou en Europe. L'Europe est effectivement en avance sur ces sujets et il est extrêmement important que les chercheurs qui sont au plus près de nouvelles technologies, comme Bengio sur l'apprentissage machine, comme nous faisons sur l'apprentissage machine pour la détection des émotions ou pour la manipulation qu'on appelle le nudge, c'est-à-dire une incitation à faire dans les stratégies de dialogue. C'est important que les chercheurs soient aussi conscients d'aller vers cette normalisation, c'est-à-dire cette standardisation de vocabulaire qui nous permet en fait de bâtir des concepts ensemble, de bâtir des méthodologies d'audit, par exemple, d'évaluation de ces systèmes, qui seraient menées par des tiers qui ne seraient pas l'industriel lui-même. C'est-à-dire qu'il serait capable de donner des indices, des mesures, de répondre à un audit extérieur qui permettrait d'avoir confiance dans ces systèmes. Donc, je suis en train de travailler sur cela. Ça n'a rien à voir avec l'aspect législatif, ça doit être en plus de l'aspect législatif, ça doit encore accompagner. Il faut, dans une
autre partie, donc avoir des lois, avoir ces standards et ces normes pour essayer de faire des bonnes pratiques dans l'industrie et faire des audits et des évaluations de ces systèmes, mais également que l'on ait tout un apport là sur la recherche sur l'éthique de ces outils et également sur la médiation. Et je suis actuellement très ravie d'être depuis peu en fait responsable d'une fondation qui est la fondation Blaise Pascal sur la médiation en mathématiques et en informatique, pour lequel on va pousser aussi cet objectif de plus de transparence, d'éthique dans ces systèmes et également de parité dans ce domaine entre femmes et hommes. Merci pour cette réponse. Alors maintenant, on a une définition et une vision assez claire des capacités de l'intelligence artificielle. D'ailleurs, c'est très intéressant que vous l'ayez approché et expliqué sous l'angle de capacité de perception, de calcul, d'aide à la décision, parce que parfois pris sous l'angle technique, on entend peut-être beaucoup plus souvent l'IA définie en fonction des données dont on parle, du type de données, des images ou de langage ou des données numériques, ou parfois du type d'apprentissage avec des logiques d'apprentissage par renforcement ou supervisé ou non supervisé. Donc c'est peut-être encore un autre angle et peut-être plus facile aussi à s'approprier. Maintenant, pour répondre aux défis que nos sociétés traversent aujourd'hui, et c'est un petit peu les thématiques autour desquelles s'est structuré AI for Tomorrow, comment est-ce que vous pensez qu'on peut utiliser l'IA, par exemple, pour des sujets d'éducation, pour des sujets de santé, d'environnement, aujourd'hui, ces capacités, comment on les ramène à ces secteurs? Pour tous ces sujets d'éducation, d'écologie, enfin, il y a différents objectifs qui peuvent être extrêmement utiles, qu'on peut développer avec des IA. Alors, il y a un aspect, par exemple, pour l'éducation, on va voir un côté positif pour l'éducation et un côté négatif, par exemple, si je parle de publicité, c'est celui de profiler quelqu'un. C'est-à-dire, en fait, de savoir exactement ce que la personne a l'habitude de comprendre ou la façon dont elle se comporte pour finalement apporter exactement ce qui pourrait lui plaire ou la façon de lui faire comprendre un sujet, que ce soit un sujet en mathématiques ou un autre domaine. On peut imaginer améliorer l'éducation par le biais de finalement l'adaptation de l'explication qu'on donne à chacun, à sa compréhension, à ses émotions. Alors, ce profilage, on va le retrouver côté moins bénéfique, peut-être pour vous amener à changer d'avis politique ou bien à acheter quelque chose dont vous n'auriez pas besoin. Positif, par l'éducation, on peut le retrouver aussi pour vous amener à être plus enclin à faire attention à votre santé. Donc, à la fois en éducation sur la santé ou pour d'autres objectifs moins souhaitables, on va trouver ce genre de technologie. Donc, il est essentiel que lorsqu'on décrive et lorsqu'on conçoive, design ces objets numériques, on prenne conscience de ces conséquences, des effets que ça pourrait avoir dans différents domaines et que l'équipe, en fait, et c'est ce que vous faites, je pense, dans AI for Tomorrow, que l'équipe combine, en fait, ses capacités à la fois technologiques et en même temps de compréhension des usages et de compréhension de la perception qu'on peut en avoir à l'extérieur. Vous avez raison de dire que la perception est extrêmement importante. Lorsque je travaille sur l'éthique de ces sujets, il y a un sujet que je mets fondamentalement au début, avant de parler de techno, qui est la coévolution vis-à-vis de ces machines. C'est-à-dire comment je perçois et qu'est-ce que ça engendre dans la boucle que j'ai avec ces technologies. Cela est fondamental à comprendre. C'est-à-dire que l'utilisation de ces technologies induit chez nous des comportements différents et donc on doit les prendre en compte. Quand je fais n'importe quel système, on doit les prendre en compte. Un autre aspect extrêmement important que les jeunes qui vont développer ces systèmes très innovants à travers la deuxième version de AI for Tomorrow, c'est le fait de bien comprendre quelles sont les tensions éthiques. C'est-à-dire qu'il ne faut pas dire, bon, c'est bien, c'est mal, il faut dire, voilà la tension. Par exemple, si je veux mieux comprendre le comportement des gens, j'aurais tendance à avoir des traces, de garder des logs, des traces de tout ce qu'ils font avec ces systèmes. Mais cela induit aussi une surveillance accrue.
Donc peut-être moins de liberté pour la personne. Donc là, on voit bien une tension forte entre, finalement, besoin de tracer et liberté de l'individu et surveillance. Voilà. Donc c'est ces niveaux-là qu'il faut arriver à faire monter pour comprendre dans différents domaines comment finalement on ajuste la décision, ce qu'on fait dans la technologie et comment on rend l'humain en face qui est dans la boucle en capacité de comprendre ce que peuvent faire ces systèmes. Très bien, merci Laurence. Je vais profiter pour rebondir sur le sujet de l'éthique et poser une question très simple. Comment répondez-vous aux personnes qui disent que le développement de la réglementation en Europe ou que tous ces questionnements éthiques qui ont lieu en Europe nous retardent par rapport aux États-Unis et aux Chinois? Alors d'abord, je réponds que c'est un présupposé faux, que ça nous retarde, puisque finalement la GDPR, qui était la première facette donc, de protection des données privées, a été finalement au début critiquée par tout le monde et maintenant adoptée avec différentes adaptations suivant les pays. Aux États-Unis, je sais qu'en Chine, ils sont en train aussi de faire une adaptation d'une sorte de GDPR. Donc, ou de RGPD, de règlement donc général sur la protection des données. Donc je pense que c'est extrêmement important de comprendre que là, nous sommes en avance. Ce n'est pas un frein. Le marché européen est un marché qui est en émergence, avec l'arrivée des industriels, que ce soit les GAFA, MI ou les BATX avec un H incluant Huawei, et que tous ces acteurs-là sont présents sur la réglementation, sur la régulation et sur la formation de ces normes et standards. D'accord ? Donc, ils sont tous là. Et l'Europe, là, est en train de jouer énormément aussi pour essayer de préserver nos valeurs, nos principes de dignité, de respect de l'humain, de non-manipulation sans le savoir, de attention aux plus vulnérables, aux gens âgés, aux enfants, pour voir quels pourraient être les effets secondaires de ces systèmes. Et je pense qu'en cela, tout le monde nous l'envie. Donc, ne pas penser qu'on est en retard. Et à mon avis, c'est aussi un énorme potentiel de demain pouvoir créer ces systèmes avec ces conceptions d'éthique by design et de conception d'audit extérieur des industries pour pouvoir vérifier un certain nombre de mesures sur l'éthique des systèmes pour déployer dans le marché avec confiance les projets et les objets de demain. Très bien, merci Laurence. Donc, pour rebondir là-dessus, pour vous, c'est vraiment un avantage. Au final, ça pourrait devenir un avantage concurrentiel clé dans les années à venir, d'avoir cette dimension éthique et qui avantagerait même peut-être l'Europe dans le reste du monde. Ou peut-être, et d'ailleurs, peut-être pour intégrer les propos de Yoshua Bengio, est-ce que ce sera suffisant ou est-ce qu'il faudra aussi l'intervention des États ou même d'une coopération internationale pour pousser justement ces projets d'e-éthique? Alors, Joshua et moi sommes impliqués dans un comité international qui s'appelle le GPAI, Global Partnership on AI, qui regroupait au début 18 démocraties, qui doit en regrouper une vingtaine maintenant, où nous travaillons sur 4 grands axes. Il y en a 2 qui sont portés, donc c'est une initiative franco-canadienne, donc avec l'OCDE aussi impliqué, donc le secrétariat est à l'OCDE, l'INRIA est à la tête de 2 sujets en France, qui sont l'innovation et le déploiement commercial et le futur du travail dans lequel je suis impliquée. Et donc à Montréal, au Canada, il y a 2 autres axes qui sont autour des données et de la gouvernance de ces systèmes, donc la souveraineté. Et je pense que c'est un premier pas pour une discussion internationale pour essayer de mettre en œuvre non pas l'éthique de l'IA, mais une compréhension en fait des principes génériques qu'on veut mettre en œuvre dans ces systèmes, essayer de faire un état des lieux et d'anticiper les prochaines arrivées technologiques. Donc, c'est excellent d'avoir ces discussions et je me rends compte aussi, en étant maintenant dans l'AFNOR et travaillant de plus en plus sur ces projets de standardisation au niveau européen, qu'en Europe, nous avons en fait tous les acteurs. Hein. Les acteurs comme Huawei sont présents aussi dans les discussions. Donc, si nous montons sur ces discussions pour avoir des standards communs de plus en plus, c'est pour qu'il existe en fait demain sur les marchés des objets qui soient
raisonnablement testés vis-à-vis de ces principes éthiques et qui soient ceux qu'on va développer dans le monde entier. Très bien, c'est intéressant de voir ce côté éthique comme devenir un paramètre qui va jouer dans les aspects concurrentiels des solutions qui sont développées et aussi des entreprises qui se créent. Moi, je vous poserai la question suivante, c'est quels sont on va dire les facteurs clés de succès ou les principaux principes que vous demanderiez ou que vous proposeriez ou que vous conseilleriez à nos prochains candidats de mettre en place. Donc, je pense que l'éthique sera un point fondamental. Nous sommes AI for Tomorrow, c'est ce que nous attendons d'eux. Est-ce qu'il y a d'autres points d'attention, d'autres conseils que vous aimeriez leur donner? J'aimerais leur donner plusieurs conseils. Je vous remercie de me donner l'opportunité de les donner. La première chose, c'est qu'en fait, l'éthique, c'est pas quelque chose de statique. C'est pas à un moment donné, voilà, mon sujet, bon, j'ai vérifié mes données, tout va bien et c'est terminé. Pour moi, l'éthique va sur l'éthique by design en continu. C'est-à-dire que si je mets en usage un chatbot capable de s'adapter en fonction de l'interaction avec les personnes, ou si je mets de la reconnaissance faciale qui dirige quelque chose derrière, enfin, comportementale qui dirige des prises de décision derrière, je dois étudier sur le long terme comment ça se passe. Comment l'étude du long terme des usages est intégrée dans les solutions proposées. C'est pas du tout évident. Même si ce ne sont que des pistes, il faut que les jeunes essayent de s'approprier cela. C'est à mon avis une des clés pour demain. Et c'est pas du tout évident non plus. C'est une vraie révolution de dire vous faites un produit, mais maintenant je voudrais que vous le surveillez sur le long terme, c'est-à-dire quand il est utilisé dans la société. D'accord ? La deuxième chose, c'est finalement ces données qui nous permettent aussi de vérifier ce que fait ce système sur le long terme. Comment je dois les représenter ? Est-ce qu'elles sont en accord avec la RGPD, les RGPD, donc la privacy doit être sauvegardée, la vie privée, l'intimité. Comment je fais ça ? C'est pas si évident non plus. C'est intéressant aussi d'en parler. Des données, sur quels supports sont-elles ? Comment on les pseudonymise, excusez-moi, et jusqu'où ça va, et quels sont derrière tout ça, sur l'évaluation, sur les données, sur les algorithmes, quels sont les sujets de recherche essentiels dans lesquels nos gouvernements doivent mettre beaucoup d'investissements dans les prochains temps. Il me semble que c'est fondamental. Fondamental que l'éthique ce soit pas quelque chose de statique, mais bien un champ de recherche, une avancée sur le long terme qui nécessite de modifier fondamentalement la façon dont on évalue ces systèmes, et que en même temps, on ait aussi cette puissance de frappe de mieux éduquer sur ces sujets. Il faut que cette éducation, non pas sur l'éthique philosophique, mais sur quelque chose de méthodologie d'éthique by design, sur l'information qu'on voit être essentielle à travers les réseaux, etc., qu'on ait une éducation là-dessus. Il faut à l'école de demain que ces sujets soient évoqués, non pas comme des sujets philosophiques non atteignables pour des enfants très jeunes, mais comme des sujets évoqués avec la conscience qu'ils peuvent avoir dans le jeune âge et qui deviennent de plus en plus normaux, si vous voulez, à anticiper. Donc, à mon avis, fondamental cela, fondamental aussi que dans la société, pour les adultes, ces sujets soient pris en compte. On va le voir de plus en plus à travers ce qui se passe dans les musées. Moi, je sais que je travaille en ce moment sur comme la refonte du musée des sciences ou comment peut-on amener toute la société à considérer différemment ces objets qu'on utilise, à savoir quelles sont leurs conséquences pour tout le monde, pour la société et pour les individus, au jour le jour, comment ils rentrent dans notre intimité, qu'est-ce qu'on doit comprendre de cela, comment pousser les industriels aussi à comprendre ces différents sujets d'adoption des objets. Et donc, les jeunes qui vont proposer des projets, j'espère que même s'ils ne mettent pas en œuvre, ils auront cette réflexion et que ça fera partie aussi de ce qu'ils vont proposer. Non pas un objet techno, mais un objet dans son déploiement dans la société. Magnifique. Des paroles très belles pour terminer. Merci pour cet entretien, pour toute cette réflexion qui nous a été proposée. Merci
Merci à du vous. coup. Nous allons passer donc à la suite avec Quentin qui va nous présenter l'Innovation Challenge plus en détail. Donc, merci beaucoup Laurence de Villers et nous serons ravis de vous recevoir évidemment dans un prochain talk pour continuer ces sujets qui sont passionnants. Merci à vous. Merci beaucoup. En effet, je vais juste rapidement vous parler de l'Innovation Challenge, puisque c'est ce qui va nous réunir ces prochains mois au-delà des conférences. Et dire que, un petit peu comme ça a été dit, au final, hein, par Yoshua Bengio et Laurence de Villers, et comme je le vois aussi, cette dynamique qu'il y a aussi dans les commentaires, notre objectif, c'est pas seulement de réfléchir et d'avoir le débat, mais c'est d'agir. Et on est assez résolu là-dessus. Et c'est ce qui a donné notamment lieu au développement de ce concours et à la participation de plusieurs projets l'année dernière. Et donc, AI for Tomorrow, c'est une communauté, c'est un média, c'est des conférences et c'est aussi un moyen que vous soyez accompagnés pour développer des projets. Donc, pour vous donner quelques exemples, l'année dernière, donc, il y a eu on a sélectionné 14 projets pour faire partie du concours et donc être accompagnés. Hein. Ce n'est pas seulement une compétition, mais c'est un accompagnement pour aider des projets à se développer. Et vous citez les trois vainqueurs de la dernière édition. Ça a donné des choses bien concrètes qui maintenant se traduisent en entreprise où certains d'entre eux se sont mis à temps plein. Ils commencent à recruter. Puisqu'il y a aussi cette notion de modèle économique dont on a beaucoup parlé. Il ne s'agit pas de faire juste un logiciel et de le poser là, mais parfois des entreprises, pourquoi pas des associations, des coopératives, pourquoi pas un outil pour le service public. Peu importe ce levier économique, mais il doit être présent dans la réflexion pour atteindre son objectif. Et donc, l'année dernière, c'est Opia, un projet d'IA qui aide les hôpitaux dans la phase de planification pour faire gagner du temps au personnel soignant, qui a développé des algorithmes d'IA dans cet objectif-là. C'est Localité, un projet donc d'outils pour nous aider à avoir une consommation plus responsable. Effectivement, ça a été mentionné plusieurs fois. On a aujourd'hui une utilisation de l'IA qui nous influence dans des comportements et des achats peut-être qui ne vont pas nécessairement dans un sens toujours compatible avec l'écologie ou même avec notre santé. Et Localité s'est attaqué à ce problème. Troisième exemple et sujet, c'est celui de Dyslexia qui, eux, ont utilisé l'IA et continuent à développer cette solution pour aider les enfants atteints de dyslexie dans leur apprentissage à partir de documents. Donc voilà, 3 exemples de bons projets, mais ils sont maintenant encore une dizaine sur les 14 qui sont rentrés dans le concours l'année dernière à se développer très concrètement et en fait, ils construisent leur futur travail, leur travail actuel. Donc quelque chose de pas facile parce qu'effectivement, c'est pas toujours en phase avec le marché et c'est quelque chose, c'est un travail essentiel pour eux, mais quelque chose, une aventure qui va vraiment au bout de l'ambition qui était donnée au départ et c'est pour ça qu'on a créé vraiment l'Innovation Challenge. Alors, comment ça se passe puisque c'est ce qu'on va essayer de faire, on va vous proposer de participer à tout ça en tant que communauté, observateur ou si vous êtes professionnel pour mentorer et aider ces projets qui vont rentrer dans cette nouvelle promotion de l'Innovation Challenge ou en tant que participant, vous pourrez vous inscrire que vous ayez une idée précise mais pas d'équipe, que vous ayez une équipe et pas d'idée, que vous ayez ni idée ni équipe, que vous ayez un projet qui a déjà un petit peu commencé. À partir du moment où vous voulez travailler sur un projet d'intelligence artificielle qui aura un impact sur un sujet de santé, de société ou d'environnement, AI for Tomorrow, vous pouvez participer au concours. Comment ça va se passer? Ça va se passer en 2 phases. La première qui commence maintenant, c'est la phase de constitution des équipes et d'idéation. Donc jusqu'à la mi-octobre, on va vous proposer une série de conférences comme celle-ci qui vont nous permettre de réfléchir et puis des sessions d'idéation et des discussions qui vont vous permettre de vous rencontrer, constituer des équipes, compléter votre équipe si vous en avez déjà une, trouver des idées si vous n'en avez pas encore, vous mettre d'accord sur des idées, bref, vraiment donc des inscriptions individuelles qui vous permettent de constituer des projets. Et puis, après cette phase-là, il y aura une phase de développement des projets. Donc, le concours en lui-même, il y a un comité d'experts qui va, à partir de vos candidatures de projets, donc à l'issue de la phase de constitution des équipes, vous faites une nouvelle candidature à plusieurs en soumettant votre projet avec une vidéo et en remplissant un formulaire. Et là, un comité d'experts va choisir les projets qui seront accompagnés, donc mentorés, formés
pendant les semaines qui suivront, un cycle de 12 semaines avec une petite pause pour la fin de l'année, évidemment, qui nous amène à fin janvier. L'objectif de tout ça étant que vous sortiez, peu importe en fait votre profil avec un projet qui tourne, pendant cette phase de développement de projet, il y aura des formations, des sessions de mentoring. Vous aurez en fait des mentors dédiés à votre projet, des professionnels sur l'aspect technique et des professionnels sur l'aspect plus économique de développement de votre projet. Et puis, une série de thèmes hebdomadaires sur lesquels on va vous solliciter avec des mini-livrables à fournir qui vont vous aider à constituer ou à développer votre projet. Constituer ou développer votre projet, c'est important de faire cette distinction cette année. L'année dernière, on a fait un concours avec ces 3 thématiques où on a proposé à des projets préexistants et des projets tout neufs de rentrer dans le concours. Cette année, on va séparer pour plus d'équité et puis aussi parce qu'on s'attend à plus de projets que l'année dernière. En tout cas, on est prêt pour ça. On va séparer le concours en 2 catégories. La catégorie création, si vous n'avez pas encore de projet et que vous constituez une équipe et un projet au sein de la phase là qu'on ouvre maintenant d'AI for Tomorrow et que vous créez maintenant, eh bien, vous serez dans la catégorie création et vous serez en compétition avec les projets qui se seront créés dans le cadre d'AI for Tomorrow. Et il y aura une catégorie progression. Si votre projet existe déjà, peut-être depuis 6 mois, 1 an et qu'il est en phase de développement, mais vous avez déjà un petit peu d'avance par rapport aux autres, on va vous accompagner un peu différemment et puis vous serez en compétition avec d'autres projets qui ont déjà du coup cette petite avance. L'objectif évidemment étant que, bien, je prends l'exemple d'Opia, on veut vraiment qu'ils soient installés dans tous les hôpitaux. On leur souhaite ça pour dans 5 ans. Et AI for Tomorrow, dans ce challenge, va vous aider à faire la première brique de votre projet. On continuera à vous suivre et vous aider un peu moins intensément ensuite. Mais vraiment, on veut aller au bout de ces choses-là. Tout ça, donc, ces 2 phases, je le répète, constitution des équipes. Donc là, n'hésitez pas à aller sur le site pour vous inscrire individuellement ou à inciter les personnes autour de vous que vous pensez qui sont intéressées par l'IA, en fait, tout simplement, et qui veulent passer à l'action. Dites-leur de s'inscrire sur le site AI for Tomorrow. Il y aura un formulaire à remplir, ça vous amène sur un Slack. Et sur le Slack, vous pouvez échanger entre vous, constituer des projets, discuter des idées. Et on fera donc des sessions tous les jeudis soirs à partir de la semaine prochaine pour vous permettre de brainstormer et de vous découvrir les uns les autres et de constituer des équipes. Jusqu'à la mi-octobre. Mi-octobre, vous candidatez avec vos projets et des projets qui commencent à se construire un petit peu. Ensuite, tous ceux qui sont sélectionnés par le comité d'experts sont accompagnés par au moins 2 mentors chacun, un business, un technique, et puis se développent jusqu'à fin janvier. Et début février, il y aura une série de projets qui seront sélectionnés pour être là à la finale et être potentiellement gagner un des prix d'AI for Tomorrow dans leur catégorie. Ils seront jugés à la fois sur leur dossier final et à la fois le pitch qu'ils auront l'occasion de donner dans cette finale. Voilà dans les grandes lignes la manière dont se déroule l'Innovation Challenge. Encore une fois, on remercie les intervenants qu'on a eus aujourd'hui, Yoshua Bengio, Laurence de Villers, mais aussi notre parrain et notre marraine Laurence de Villers, que je remercie donc, et notre parrain Cédric Hall, secrétaire d'État au numérique, nos partenaires multiples et surtout tous les experts, tous les mentors qui accompagnent les projets, qui publient régulièrement des choses, des analyses sur l'intelligence artificielle à impact, tous les participants et tous ceux qui nous suivent. Merci beaucoup à tous. Nous sommes loin d'être naïfs sur l'utilisation de l'intelligence artificielle aujourd'hui. C'est pour ça que nous sommes résolument actifs et développer ces projets jusqu'au bout est notre objectif. Merci et à très bientôt.